La nouvelle hausse des prix du carburant au Burkina Faso et l'amertume du consommateur. Où allons-nous avec cette flambée continue de la vie chère, se demandent les Ouagalais, visiblement résignés. La vie de plus en plus chère, les travailleurs veulent compter sur le patronat pour arrondir les angles. Un face-à-face patronat-syndicat s'est tenu ce mardi sur fond d'engagement et de satisfecit. À suivre également dans ce 9h30, la CENI en quête de financement pour organiser les élections de 2020. La Commission électorale nationale indépendante compte sur les bailleurs de fonds pour mobiliser les milliards de francs CFA nécessaires pour la réussite des défis électoraux de l'année prochaine. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Une hausse en fin 2018, une baisse en janvier 2019. Les Burkinabés constatent à nouveau depuis ce 21 octobre une augmentation du prix du litre du carburant à la pompe. La hausse est de 13 francs CFA pour le Super 91, 83 francs CFA pour le gasoil. On pourrait parler de légère hausse, mais après en tout dans les stations et services pendant 24 heures après la décision du gouvernement, ce langage ne semble pas convenir aux consommateurs, à la fois déçus et résignés. C'est le constat de Rémi Lambert-Nébier qui le dit. Pour les consommateurs, une hausse reste une hausse, si insignifiante soit-elle. Dans la matinée du 21 octobre, les Burkinabés prenaient connaissance d'un arrêté signé la veille par les ministères en charge du commerce et de l'économie et qui annonçait la hausse du litre du Super 91 de 13 francs CFA et celui du gasoil de 9 francs CFA. Ce 22 octobre, la décision crée toujours la surprise dans les stations-service et surtout pas question de parler de légère augmentation aux clients. C'est beaucoup bien sûr, parce que 13 francs CFA, on est comme au Burkina Faso ici, 13 francs CFA, si chacun va mettre, ça fait beaucoup de millions, voire même des milliards. Sinon 13 francs seulement, quand c'est une personne, selon toi c'est facile, mais 13 francs, ça fait beaucoup. Donc, l'État n'a qu'à voir un peu aussi, un peu de gérer, un peu, ça va aller. Ce sont des problèmes seulement. 100 francs là, ça devient 100 francs. Mais c'est 13 francs seulement. Oui, 13 francs là, ça va devenir 100 francs. Même ça là, même, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et ils sont en train d'augmenter jour en jour là. C'est grave. Ça va nous coûter cher après. Je pense que l'augmentation des prix des licences, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais bon, si l'augmentation a été faite pour une bonne cause, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si l'État a augmenté ces prix-là juste pour, c'est pas comme un effort de guerre, comment la population va essayer de contribuer pour combattre le terrorisme, je pense qu'il n'y a pas de problème en ça, quoi. Mais si ces fonds-là doivent être alloués à autre chose, peut-être que ça peut créer des problèmes. Sinon, que si c'est pour lutter contre le terrorisme, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. La hausse est minime, mais pour les consommateurs, l'inquiétude est qu'elle risque d'entraîner une augmentation générale du coût des produits. Le prix du transport va hausser d'ici là. C'est ça le problème. Les sociétés de transport et tout le reste vont augmenter les coûts. Sinon, la hausse est réellement insignifiante, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a acheté le carburant plus cher que ça. Mais c'est la flambée des prix que cela entraîne qui est inquiétante. Mais disons qu'on n'a pas le choix. Nous ne sommes pas un producteur de pétrole. Cette hausse aurait pu être prévisible pour les consommateurs burkinabés si et seulement si le gouvernement appliquait le nouveau mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures mis en place en novembre 2018. Ce nouveau mécanisme prévoit une révision des prix tous les 3 mois. Mais depuis son adoption, il semble être en veille. Et quand la vie est incessamment chère, les travailleurs voudraient avoir comme allié le patronat appelé à soulager la souffrance des employés. Un face-à-face ce mardi entre le patronat burkinabé et les organisations syndicales pour un climat de travail apaisé. Il y a eu une bonne ambiance, il y a eu des engagements, de quoi susciter des espoirs. Archimède Boy. Employeuses et employés veulent créer un climat de travail paisible dans le secteur privé. En 2008, une telle rencontre avait eu lieu, mais les syndicats en sont sortis insatisfaits. Avec le patronat, nous, on s'était entendu, parce que dès lors que vous avez un contrat, s'il doit être renouvelé, c'est un contrat à durée indéterminée. Le patronat avait proposé qu'au lieu que ce soit dès la première signature, eux, ils proposaient renouvellement 2 fois et on allait passer à un contrat à durée indéterminée.
Donc c'est sur ça que nous étions entendus. Ça rentre à l'Assemblée nationale. Les députés disposent que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois. Et il appartient à toute institution de juger si c'est excessif. Donc vous voyez, ça, c'est pas le patronat, ne peut pas reverser ça sur eux. Deuxième élément, c'est le temps de l'allaitement. Le temps de l'allaitement dans l'ancienne loi disposait 15 semaines. Et quand nous avons rencontré le patronat, nous avons échangé. Pour nous, nous étions pour le maintien de ces 15 semaines. Eux aussi, ils étaient d'accord. Ça rentre à l'Assemblée nationale, ça ressort, ça a été réduit à 14 semaines. Et pour les représentants des employés, la résolution de leurs préoccupations contribuera à lutter contre le terrorisme. Et moi, j'estime que ce acte de ce matin, entre le mouvement syndical et le patronat, c'est la recherche d'une des solutions mères, des solutions idoines de la lutte contre le terrorisme. À savoir, n'est pas saccager la vie des travailleurs, n'est pas clochardiser les travailleurs, n'est pas créer les conditions pour qu'il y ait des brigands. Initiateurs du dialogue, les patrons restent ouverts et disponibles pour trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. On va discuter pour trouver des solutions aux problèmes qui nous opposent. Nous pensons que la situation économique des pays aujourd'hui, tout le monde doit mettre son ballon à terre pour trouver la solution. Le gouvernement va-t-il s'aligner sur les accords qui découleront de cette concertation? Bon, là vous me posez une question qui aurait dû être posée au Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement, mais je peux vous assurer que le gouvernement cherche à trouver une solution consensuelle. Donc, sans avoir la réponse et sans me mettre dans la tête du Premier ministre, je peux espérer que les solutions qui seront ici vont être reprises en leur compte par le gouvernement. Plus d'une trentaine d'articles du présent Code du travail fait l'objet de désaccords. Et ce sont ces points qui vont être débattus dans le cadre de ce dialogue direct patron-syndicat. Ce sont des prémices d'une crise au sein de la communauté musulmane. Le président de cette communauté n'est plus en odeur de sainteté avec ses anciens collaborateurs. Pourtant, les plus proches, il y a 4 ans pour son élection à Fadangourma. Des frondeurs qui dénoncent la mauvaise gestion du président Rasmané Sana. Ce dernier prendrait des décisions de façon unilatérale et refuserait de convoquer un congrès malgré la demande de plus de 30 comités provinciaux. Cette crise qui couvre depuis mars a amené les dissidents sortis de leur silence. Ils annoncent une assemblée générale extraordinaire le 26 octobre prochain à Bobo Dioulasso. Explication, Luc Pabegem. Certains se disent exclus ou interdits d'accès à la grande mosquée de Ouagadougou et d'autres trouvent à redire à la gestion du président actuel de la communauté musulmane. Ces griefs, c'est l'ensemble des 34 comités provinciaux qui le soulèvent, principalement contre le président du bureau exécutif permanent. Le premier reproche de ses membres du bureau, donc des anciens collaborateurs, dont Mahamadou Bandé, chargé des affaires islamiques, des imams et prêcheurs de Ouagadougou et des provinces, c'est le programme d'activité non tenu par le président et surtout sa gestion opaque. Ce qui ferait plus mal à ces membres de la communauté, c'est qu'ils font partie de ceux-là qui ont porté l'actuel président à la tête de la communauté musulmane et ne sont ni écoutés ni consultés de nos jours après 4 années de gestion. Une structure ne peut pas fonctionner sans tenir des réunions. Une structure comme la communauté musulmane ne déroge pas à la règle. Nous constatons malheureusement que les décisions à ce niveau ne sont pas collégiales. Sur plus de 70 membres qui composent le bureau, seuls 4 ou 5 sont associés aux prises de décision. Nous ne sommes plus d'accord avec la gestion du président actuel de la communauté musulmane. Nous n'avons rien contre sa personne, nous lui demandons seulement de se conformer aux statuts et règlements intérieurs. Assemblée générale, le président Touma Santingue, c'est comme un sikéa. Les comités provinciaux ont attendu en vain la convocation d'un congrès par le président et sont passés outre comme le prévoient les statuts et règlements intérieurs. Dans la foulée, les anciens collaborateurs de l'actuel président de la communauté musulmane convoquent un congrès extraordinaire par l'entremise du premier vice-président du bureau exécutif permanent. C'est donc une assemblée générale extraordinaire qui est prévue les 26, 27 et 28 octobre 2019 à Bobo Dioulasso. Une assemblée générale dont des décisions fortes sont attendues. Le 26. Nous tenons à informer les fidèles musulmans que l'assemblée générale extraordinaire aura bel et bien lieu ce samedi 26 à Bobo.
Nous nous sommes entendus pour ça. Nous ne voulons pas de bagarre. Nous voulons seulement le bien de la communauté musulmane. Que Dieu nous donne ce jour. Joint au téléphone, le président de la communauté musulmane incriminé niera ce qui lui est reproché. Il dit n'avoir interdit personne d'accéder à la grande mosquée de Ouagadougou et invite les dissidents à le rejoindre pour travailler. S'ils veulent un changement, c'est qu'il comprend par ses agissements qu'ils attendent dans 8 mois pour la tenue du congrès afin de procéder au changement de bureau. Pour l'instant, il se dit seul habilité à convoquer une assemblée générale extraordinaire. C'est dire donc que le torchon brûle entre le président de la communauté musulmane et ses fidèles compagnons, et ce malgré les médiations entreprises par la Fédération des associations islamiques du Burkina et des autorités du pays. Chaque parti pour le moment est campé sur sa position. La réaction justement du président de la communauté musulmane, elle est immédiate. Rasmane Sanan fustige l'attitude de ses collaborateurs. On l'écoute. Quand on a commencé des réunions et autres, alors c'était chaque fois des tiraillements. Alors que ce que les bureaux nous attendent, c'est du travail. Ce n'est pas de réunion et de réunion. C'est vrai que des réunions pour échanger, mais quand vous échangez, travaillez. Lors du congrès, les congrès venant, ils vont nous demander ce que nous avons travaillé. Ils ne vont pas nous demander de notre nombre de réunions qu'on a tenues. J'ai dit, voilà, c'est que ma mission est que nous voulons agrandir la grande mosquée vu le nombre de fidèles aujourd'hui. Nous allons compter notre propre force. On va voir ce qu'il y a, les revenus de la communauté humaine, et on va demander des fidèles pour pouvoir élargir la mosquée. Au cours de l'élection, nous avons vu qu'il y a certains membres qui possèdent des hangars que nous comptons prendre cette location-là pour pouvoir ajouter au travail. Alors, le problème commence à naître maintenant. Ah non, non, ça c'est pour moi, on m'avait donné depuis longtemps, j'ai venu trouver ça comme ça, il faut laisser ça comme ça. J'ai dit non. Nous n'avons pas d'autre bien que ça. Si vous dites qu'on vous a donné, qui vous a donné? Moi, je n'ai jamais interdit à quelqu'un de venir à la grande mosquée. Quelqu'un qui élargit la mosquée a besoin de fidèles. Bon, là, nous avons demandé un jour, moi j'ai dit, bon, le travail que nous avons commencé, ça fait 2 ans, on n'est pas encore fini. Et j'ai dit, bon, au cours du travail, il faut faire un bilan par coup, hein, pour que ceux qu'ils sachent comment nous avons géré les choses. Ces bilans, quand on a convoqué des membres de faire ces bilans, ils ont dit non. Moi, je dirais bien qu'un congrès à Bobo, ce n'est pas normal, parce que nous avons un mandat de 5 ans. Nous avons un mandat de 5 ans où qu'il nous reste que 8 mois ou 7 mois et quelques, ça ne vaut même pas 8 mois. Et à ce moment-là, alors, si ils attendaient que ce congrès-là arrive, moi je pense que ça serait le mieux indiqué. Parce qu'ils ne sont pas habilités à convoquer ce congrès. C'est moi qui devais le faire. Moi je le ferai quand ça serait en règle. Voilà. Aussitôt ouverte, aussitôt suspendue, l'audience de l'examen des intérêts civils dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 qui s'est ouvert ce matin a été renvoyée au mardi 29 octobre prochain à la demande d'une partie des avocats des partis civils, surtout ceux de l'État burkinabé. Ces derniers demandent du temps pour se concerter et mieux harmoniser leurs réclamations. Des précisions avec Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile. La demande de renvoi de ce matin, à l'origine, il faut être précis, d'une partie des parties civiles. Parce qu'il faut savoir que dans le dossier, il y a plusieurs parties civiles. Il y a l'État et puis il y a les victimes. Bon, aujourd'hui, il faut dire que nous, en ce qui nous concerne, nous étions prêts pour
pour cette partie, pour cette phase, sauf que les avocats de l'État ont estimé qu'il était bon que toutes les parties civiles puissent se concerter. Étant entendu que nous pouvons avoir les mêmes intérêts, ce à quoi nous n'avons pas jugé bon de nous y opposer, parce que bon, ça peut être utile. Donc nous attendons de voir ce qui sortira de la concertation. Dépendamment de cela, évidemment, les plaidoiries seront recadrées ici à l'audience. La justice qui ouvre ses portes à Banfora dans la région des Cascades, la 12e édition des journées portes ouvertes de la justice. Une occasion pour le gouvernement de rapprocher davantage la justice des justiciables. La contribution de la justice à la sécurité au Burkina Faso, c'est sous ce thème qu'a été célébrée cette 12e édition des JPO. Un thème qui invite à une réflexion approfondie sur la prise en charge judiciaire des actes de terrorisme et la gestion diligente et efficace des dossiers qui en résultent. Surtout Justin Dabiré. Faire de la justice un pouvoir qui joue son rôle, mais qui reste proche des populations, c'est l'un des objectifs visés par le gouvernement à travers l'organisation des journées portes ouvertes de la justice. Pour le ministre René Bagourou, les JPO de la justice traduisent la volonté du gouvernement de dissiper les craintes et les peurs que l'institution judiciaire peut encore inspirer dans l'esprit des justiciables. Les présentes journées portes ouvertes constituent des moments offert aux justiciables pour découvrir les attentes de l'appareil judiciaire et le symbolisme de tenir ces journées à l'ancienne du palais de Banfora ici de plus à plus montrer. Ça permettra à ces populations de s'approprier son organisation, faire la connaissance des différents acteurs qui l'animent. Elles donneront l'occasion aux populations d'avoir des orientations pour le règlement judiciaire des problèmes dont ils peuvent être porteurs ici à travers les consultations gratuites qui sont prévues. La contribution de la justice à la sécurité au Burkina Faso, c'est le thème de la 12e édition des journées portes ouvertes célébrées cette année à Banfora. Le choix de ce thème invite à une réflexion approfondie sur la prise en charge judiciaire des actes de terrorisme et la gestion diligente et efficace des dossiers qui en résultent. Aussi, des dispositions judiciaires sont mises en place en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. Notamment par exemple les infiltrations, notamment les écoutes téléphoniques, mais bien sûr, sont faits selon des règles précises. Et nous avons également créé l'institutionnel de pôle économique et financier, un pôle antiterroriste, qui sont des pôles spécialisés dans les infractions relatives au crime économique et financier, à la criminalité organisée et au terrorisme. Ça nous permet d'avoir des magistrats spécialisés qui trient des procédures spécifiques pour aller vite bientôt, par exemple, grâce à ces pôles et à ces procédures, nous allons bientôt juger les premiers cas de terrorisme. Pour Bissiri Joseph Sirima, la lutte contre le terrorisme appelle à une complicité entre l'administration et la population. Et cette complicité-là, pour qu'on l'ait, il faut que chacun se sente effectivement concerné. Pour que chacun se sente concerné, il faut que chacun accepte vraiment que ce qui se fait en faveur du citoyen est normal et bien fait. Donc c'est ça que j'appelle l'égalité, l'équité. Ceux qui posent des actes sont dans la population. Ils sont connus, ils peuvent être connus, mais à condition qu'il y ait effectivement une complicité entre cette population et l'administration de façon générale et les forces de défense et de sécurité de façon particulière. Des conférences débats, des panels, des émissions, des jeux radiophoniques, des expositions de manuels juridiques, des consultations juridiques gratuites sont entre autres les activités au cœur de 72 heures de journée portes ouvertes de la justice. À Ouagadougou, c'est la CENAC, la Semaine nationale de la citoyenneté, qui ouvre ses portes. Cet événement s'est imposé au fil des années comme un cadre de promotion des valeurs chères au pays des hommes intègres, comme la citoyenneté. Elle se tient régulièrement depuis 2004 et donne l'occasion de sensibiliser de façon active sur les droits et devoirs du citoyen. Quelle contribution du citoyen au renforcement de la démocratie et de l'unité nationale dans un contexte de défis sécuritaires? C'est la réflexion qui est posée cette année. Arsène Konditamde. Dans un contexte marqué par l'insécurité, la 16e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté interpelle les Burkinabés.
Chaque citoyen est invité à s'impliquer activement dans l'œuvre de préservation de l'intégrité du Faso et de l'unité nationale. Le pays fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires. Il s'agit de faire en sorte que chaque citoyen s'interroge sur ses responsabilités individuelles. Ce thème, plus que jamais d'actualité, invite chaque citoyen et chaque citoyenne à prendre la pleine mesure de l'importance de son implication pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, sans lesquelles aucune action de développement n'est possible. Pour cela, il est important que chacun s'approprie les valeurs du patriotisme, de la démocratie, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, facteur indispensable pour relever le défi sécuritaire du moment. Cette 16e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC est une occasion pour sensibiliser les plus jeunes à s'approprier les valeurs de civisme et de citoyenneté. Plusieurs activités sont au menu et doivent permettre d'atteindre les résultats fixés. La délivrance des documents administratifs, une journée nationale de salubrité, une journée nationale du drapeau et des autres symboles, une semaine de sensibilisation et de contrôle, des jeux radiophoniques, un jeu concours sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire, une caravane de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté, la distinction de personnes physiques et morales modèles d'engagement citoyen et une cérémonie de clôture. Cette année, la Semaine nationale de la citoyenneté se tient du 22 au 29 octobre. Au nombre des activités majeures de cette édition, la caravane de sensibilisation sur la citoyenneté et la journée nationale du drapeau. La caravane va se dérouler dans les 13 régions du pays du 24 au 26 octobre. La journée nationale du drapeau va être marquée par la montée des couleurs dans les départements ministériels et institutions. Pour les élections de 2020, le Burkina Faso aura fort à faire. Contexte sécuritaire difficile, prise en compte du vote des déplacés internes et des Burkinabés de l'extérieur, la tâche s'annonce titanesque. Le pays veut compter sur ses partenaires techniques et financiers. Une table ronde des bailleurs de fonds s'est réunie hier pour parler du financement et de l'organisation des élections. Arsène Konitamde. Autour du ministre en charge de l'économie, Lassane Kabouré, les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Ce 21 octobre, il est question de gros souhaits et également de technicité. Le Burkina Faso s'avance vers l'organisation des élections les plus complexes de son histoire du fait de la situation sécuritaire. Il aura donc besoin de l'appui de ses partenaires pour faire face aux nouveaux défis. La présente table ronde a un double objectif dans ce sens. Présenter à vous, nos partenaires techniques et financiers, un état des lieux exhaustif de nos besoins techniques et logistiques et examiner vos possibilités d'accompagnement pour le financement des élections de 2020 et de 2021. Nous avons besoin de votre accompagnement, de vos appuis, de vos suggestions et de vos conseils. Pour les élections à venir, le Burkina Faso devra prendre en compte une nouvelle donne, le vote des personnes déplacées internes. L'exécutif entend mettre les bouchées doubles pour permettre à ses citoyens de faire valoir leurs droits. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à la suite du dialogue politique national, a personnellement saisi la Commission électorale nationale indépendante afin qu'elle prenne les dispositions idoines pour permettre aux personnes déplacées internes de participer au processus électoral. L'État doit continuer, malgré le contexte, à garantir à ces personnes la continuité de la jouissance de leurs droits civiques, notamment celui d'être électeur et éligible dans notre pays. Pour les partenaires techniques et financiers, ce cadre va leur permettre de faire un diagnostic de la situation et énumérer les besoins. Ils se disent prêts à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante l'expertise nécessaire pour une réussite de ces élections. Les capacités techniques existent, mais c'est le contexte qui a changé. Donc c'est un contexte qui requiert que nous tous nous mobilisons toute l'expertise qui existe au niveau technique, mais aussi un financement qui sera requis pour créer les conditions idoines et des conditions paisibles afin que tout Burkinabé puisse quand même participer à ce rendez-vous qui est souvent un rendez-vous très important pour les populations.
Un peu plus de 5,5 millions d'électeurs figurent sur le fichier actuel de la CENI. Selon les projections, ce chiffre devrait doubler pour atteindre 10 millions d'électeurs résidents sur le territoire burkinabé. Le projet est ambitieux, il fera un bien fou aux populations de Koudougou, une rocade de 7 km d'une valeur de 7 milliards de francs CFA. Après quelques années de traîne, les études sont enfin terminées. Les travaux d'aménagement de voies urbaines dans la cité du Cavalier Rouge pourraient démarrer en début 2020. Abdourazak Traoré. C'est un projet très attendu qui est en souffrance depuis 3 ans dans la cité du Cavalier Rouge. Les études de réalisation d'une rocade de 7 km dans la ville de Koudougou sont enfin terminées. Les travaux vont débuter dans quelques semaines. Voilà ce qui ressort de la restitution des études de faisabilité technico-économique des travaux d'aménagement de voies urbaines. Un projet qui verra également la réalisation de 2 ouvrages de franchissement dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Le projet a connu un retard dans la mise en œuvre, donc c'est maintenant une certitude parce que la feuille de route a été arrêtée de commun accord avec les partenaires financiers. Donc avec cet atelier de restitution aujourd'hui, nous sommes convaincus que désormais les choses vont aller conformément à la feuille de route qui a été arrêtée et bientôt en décembre, janvier, puisque c'est ce qui nous intéresse, les travaux vont effectivement voir le jour. Les activités du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines sont administrées par le secrétariat permanent du programme sectoriel des transports, le SPPST, qui attache donc du prix à des réalisations optimales et de qualité. Qui prévoit que la mission de contrôle et l'entreprise chargée de l'exécution des travaux soit recrutée d'ici la fin de l'année et qu'en début de l'année 2020, que les travaux démarrent et que à la fin du premier semestre, que nous constatons l'achèvement de ces travaux. Ça, c'est la première attente. La deuxième attente, c'est qu'il faut que ces études que nous sommes en train de finaliser, que ces études soient pour le bureau de consultants. Ça, c'est à l'adresse du bureau du consultant, que ces études soient des études de qualité et c'est ce qui nous facilitera la mise en œuvre et les travaux. D'un coût global de 7,3 milliards de francs CFA, ces aménagements sont financés par la Banque mondiale. À cette rencontre initiée par l'autre partenaire du projet, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, il est question également de valider l'élaboration du dossier d'appel d'offres. Un système éducatif beaucoup plus basé sur la théorie, réalité de nos États que tentent de changer certains acteurs par la création d'instituts spécialisés dans la formation professionnelle. Le CAPS, le Centre international d'apprentissage, de perfectionnement, d'entrepreneuriat et d'expertise des services, est dans cette dynamique. Il vient de mettre ses premiers diplômés sur le marché de l'emploi et ce en seulement 9 mois de formation adaptés à leur projet. Rémi Lambert n'est bien. En seulement 9 mois de formation, ces 24 impétrants de la toute première promotion du CAPS, le Centre international d'apprentissage, de perfectionnement, d'entrepreneuriat et d'expertise des services, ont acquis le surplus qui leur manquait pour être compétitifs sur le marché de l'emploi, à savoir la pratique. Grâce à des modules définis sur la base des besoins du marché de l'emploi, le CAPS a su leur délivrer une formation professionnelle qui les met en position favorable d'employabilité. Pour chaque type de métier, on définit avec les professionnels des modules adéquats. Des modules qui vont vraiment permettre à l'apprenant d'être directement employable à la fin de la formation. Une fois que ces modules sont validés, les volumes horaires aussi sont validés et les professionnels spécialistes de ces modules-là viennent dispenser ces formations au niveau de notre centre aux apprenants. On ne revient plus sur la théorie déjà acquise au niveau de leur cursus universitaire. Donc on n'a plus besoin d'une année, 2 ans pour apprendre un métier. La personne a déjà un background satisfaisant, mais veut apprendre comment exercer ce métier. Et c'est là que nous intervenons par des modules vraiment très très pointus pour la satisfaction de nos apprenants. Venus pour un complément de formation, les 24 apprenants de la première promotion disent être désormais satisfaits de leur niveau d'études. Nous avons eu à apprendre aussi de nouvelles matières comme l'entrepreneuriat que je n'avais jamais acquis. Nous avons aussi fait les techniques de recherche d'emploi qui nous permettent aussi
d'avoir des techniques pour pouvoir rechercher facilement de l'emploi. Et aussi, nous avons vu aussi des matières comme le développement personnel qui nous ont permis aussi d'avoir plus confiance en nous. Comment avoir confiance en soi pour pouvoir affronter les autres, pour pouvoir affronter le monde du travail. J'ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine du transit. Ça veut dire maintenant, avec la formation que j'ai acquise ici, je peux créer ma société, ma propre société, comme je peux travailler dans toutes les sociétés de transit. Cette première promotion du CAPES est baptisée Promotion Défi d'Amo Justin Barreau, du nom de l'ancien gouverneur de la BCAO. Et grâce à des stratégies d'accompagnement mises en place par l'Institut, les impétrants ne devront pas avoir du mal à s'insérer dans le milieu professionnel. Nous devenons père et fils. Voilà. Après la formation, à travers notre système de mentorat, à travers notre programme d'insertion professionnelle et de stage, ainsi que d'incubation, nous accompagnons nos apprenants soit à trouver un emploi, soit à être un employeur. Créé en mars 2016, le CAPES, à Ouagadougou, dispose d'une vingtaine de filières de formation. Il compte ouvrir également ses portes en 2020 à Bobo-Dioulasso. Cette édition qui s'achève. Merci pour la fidélité renouvelée. Agréable soirée chez BFM. Bonsoir.